Je vais vous parler de la méningite virale aiguë. Celle-ci va se déclarer par plusieurs symptômes qui comprennent des céphalées intenses, une photophobie, des vomissements. Ces symptômes vont être regroupés sous le terme de triade méningée, avec éventuellement de la fièvre, mais celle-ci est plus prépondérante dans le cas d'une méningite bactérienne. On aura des signes cliniques associés qui comprennent une raideur nucale, le signe de Kernig, le signe de Brudzinski, une attitude en chien de fusil et une hyperesthésie. La raideur nucale est une raideur réflexe qui correspond à l'irritation des fibres méningées. Le signe de Kernig, comme on peut voir en bas à gauche sur le dessin, est une manœuvre réalisée par le médecin où le patient est en décubitus dorsal. Le médecin effectue une flexion de la cuisse sur le bassin et celle-ci entraîne des douleurs au niveau lombaire du patient. Le signe de Brudzinski, comme on voit en bas à droite sur le dessin, est une manœuvre effectuée par le médecin où le patient est en décubitus dorsal. Le médecin effectue une flexion de la tête du patient et celle-ci va entraîner une flexion spontanée des genoux du patient. L'attitude en chien de fusil, comme on peut voir en haut à droite, est une attitude spécifique des gens qui ont une méningite. Une hyperesthésie qui correspond à l'augmentation de la perception des stimuli sensoriels. Suite à ces signes cliniques, on aura des examens paracliniques qu'on peut réaliser. Alors il faut savoir que le liquide céphalorachidien normal a un aspect en eau de roche et état cellulaire. On va pouvoir réaliser une ponction lombaire pour voir si on a une méningite virale. Dans ce cas-ci, on aura donc un liquide clair, une glycorachie normale, une protéinorachie modérément élevée, un nombre de lymphocytes accru. On peut également réaliser un examen du fond de l'œil. Celui-ci permet de détecter l'hyperpression intracrânienne qui résulte de l'œdème cérébral suite à l'inflammation. D'un point de vue anatomique, la méningite correspond à une infection des méninges. Alors de l'extérieur vers l'intérieur, on a d'abord la dure mère qui est accolée au périoste, suivie de l'arachnoïde, sous laquelle se trouve la cavité sous-arachnoïdienne où circule le liquide céphalorachidien. Puis sous l'arachnoïde, il y a la pimère qui recouvre fortement, qui est fortement accolée au cerveau et à la moelle épinière, et de laquelle va partir les plexis choroïdes, que je vais détailler ici après. Donc les plexis choroïdes sont constitués d'un point de vue histologique d'un axe conjonctif de la pimère sur lequel repose un épithélium cubique simple qui présente des jonctions serrées, tous deux séparés de capillaires fenestrés par une nappe basale. Alors la barrière hématoméningée s'effectue au niveau de l'épithélium cubique simple et non au niveau des capillaires puisqu'ils sont fenestrés. Lors d'une méningite, donc le virus peut passer cet épithélium et rejoindre les ventricules du cerveau pour aller ensemencer le liquide céphalorachidien. Physiologie du liquide céphalorachidien. Alors, on peut voir que le liquide céphalorachidien a une composition relativement similaire au sérum, sauf pour ce qui est des protéines, il en contient nettement moins. Le glucose correspond aux 2/3 du sérum. Alors, lors d'une méningite, donc, on aura un phénomène inflammatoire qui va inclure un exudat protéique et lymphocytaire provenant des plexis choroïdes et des germes viraux. Schéma physiopathologique. Alors, au départ, on a un virus de type entérovirus, EBV ou poliovirus qui peut disséminer via la voie nerveuse ou la voie hématogène. Via la voie nerveuse, on a une infection directe du liquide céphalorachidien. Via la voie hématogène, on a un passage au niveau de la barrière hématoméningée qui est rompue, donc au niveau des plexis choroïdes. Ça va entraîner un ensemencement du liquide céphalorachidien. De là, on va avoir une réponse immunitaire de l'hôte. Alors, ceci est assez complexe, donc on a une réponse innée et une réponse spécifique qui interagissent l'une avec l'autre. On a principalement, donc, pour la réponse innée, une activation du complément qui va entraîner une augmentation de la perméabilité vasculaire. Cette augmentation de perméabilité va entraîner un exudat protéique et lymphocytaire, etc., qui va entraîner un œdème, qui va entraîner donc une hypertension intracrânienne et va être à l'origine des céphalées. L'œdème va également entraîner une compression du centre respiratoire, donc au niveau du bulbe, qui va entraîner des vomissements. En effet, donc, le liquide qui circule autour du cerveau circule aussi autour de la moelle épinière et du tronc cérébral, et donc ça peut comprimer à ce niveau-là. Donc, d'autre part, pour la réponse innée, on a des cytokines qui comprennent des interleukines 1, 6 et du TNF-alpha.
Alors ceux-ci vont agir au niveau de l'hypothalamus et on va avoir production de prostaglandines qui vont entraîner de la fièvre. Alors les interleukines 1 et le TNF-alpha va pouvoir aussi agir au niveau des lymphocytes pour entraîner une augmentation de l'adhésion de ceux-ci au niveau vasculaire et une migration. Alors les lymphocytes, donc, ils peuvent interagir avec les cellules présentatrices d'antigènes pour induire la destruction virale. Donc les traitements vont comprendre des antalgiques qui vont agir au niveau des céphalées et des antipyrétiques qui vont agir au niveau de la fièvre. Donc par exemple, comme antalgique, on pourra avoir du dafalgan et comme antipyrétique, on pourra avoir de l'ibuprofène par exemple. Alors la vulgarisation, donc c'est ce qu'on va expliquer au patient. On va lui dire qu'il a été infecté par un virus, que ce virus a induit une méningite. Qu'est-ce qu'une méningite? Donc c'est une infection des enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Donc ici c'est par le virus parce que ça peut être aussi bactérien. Donc on va avoir une réaction du corps qui va vouloir se défendre. Le corps donc va entraîner de la fièvre pour rendre le milieu plus hostile au virus et va induire la production de cellules de combat qui sont les lymphocytes. On va avoir aussi une modification de la perméabilité des vaisseaux au niveau du cerveau. Et donc cette modification de la perméabilité va permettre un passage plus aisé des cellules de combat, dont notamment les lymphocytes, et une augmentation du liquide autour du cerveau et de la moelle épinière, et ceci va entraîner des vomissements et des maux de tête. Alors au patient, donc, on va lui prescrire des antalgiques et des antipyrétiques, donc on va lui expliquer que ceux-ci vont agir au niveau de ses maux de tête, ses vomissements, et de sa fièvre éventuellement, et donc il faut aussi qu'il se repose énormément, et à partir de là, tout ira bien.